Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, c'est un témoignage rare sur la phobie scolaire. Il croise les vécus et l'expertise d'une fille et de son père. C'est très fort, c'est très éclairant. Capucine et Alexandre Ployer sont les invités du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Brandon Warrett. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes actu, anniversaire et programmes d'histoire option cinéma. Le grand rendez-vous printanier du cinéma est en fait né en automne. C'est un 20 septembre que s'ouvrit la première édition du Festival de Cannes en 1946. L'heure de la récré, toujours avec Brandon. Récré ciné, là encore, c'est mercredi avec la sortie de Comme une louve, avec dans le rôle principal Sandrine Bonner, une histoire de famille qui aurait peut-être besoin des conseils de Candice sans elle. Candice, vous le savez, c'est notre chroniqueuse experte en parentalité. On va justement la retrouver avec sa rubrique Conseils de famille. Alors sans aller jusqu'à se transformer en phobie scolaire, le stress et l'anxiété à l'école peuvent concerner de plus en plus de jeunes. Il existe des réponses, elle vous les donnera. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand Oral. Vaincre la phobie scolaire. Le livre vient de sortir aux éditions de L'Opportun sous la double plume de Capucine et Alexandre Ployer. Capucine, 20 ans aujourd'hui, qui se replonge et qui nous plonge dans ces années de combat contre quoi au juste? Une maladie, un syndrome, un symptôme d'autres maladies. Au fond, on sort de la lecture en se disant que la phobie scolaire, tout le monde en parle, mais bien peu savent la définir. Et cela, c'est avec la plume d'Alexandre aussi qu'on le comprend à travers 3 points de vue. Celui du père de Capucine, celui de l'ancien prof de collège et formateur d'enseignants et celui du chercheur qui est aujourd'hui spécialiste justement des questions d'inclusion scolaire. Autant vous dire qu'il est formidablement riche ce livre et je suis très heureux de vous accueillir. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Le projet de cet ouvrage, il est né comment? Il est né parce que... Alors moi j'écrivais presque quotidiennement à l'époque où j'ai vécu tout ça, donc je tenais un journal, donc j'avais quelques écrits de base et il est né... Parce que déjà, je trouvais qu'elle écrivait de manière... remarquable. Ouais, formidable. Que c'était un... Non, mais c'est votre père, vous oubliez. Moi aussi, j'ai une fille. Mais moi, je vous le dis. Je suis pas très impartial. C'est très bien écrit. Non, mais elle écrit effectivement très très bien. Ouais. Et puis, je me souvenais, donc, là, on était dans l'après-coup, que nous étions quand même très démunis en termes d'information et qu'il y avait sans doute matière à travailler un sujet qui devenait un peu populaire et on ne trouvait pas de ressources, en fait, ou très peu, ou très techniques. Donc, on s'est dit qu'à la fois un point de vue incarné et un peu décalé pouvait aider. Eh bien, ça aide énormément, ça aidera énormément. Et je tiens à dire d'ailleurs que ça peut tout à fait être lu, même quand on n'est pas directement concerné, parce que ça raconte aussi une histoire de l'éducation, le soin, ça raconte plein de choses à la fois. Qu'est-ce que vous avez découvert l'un sur l'autre en lisant les parties respectives? Vas-y, commence. Je ne dirais pas juste en la lisant, mais en traversant toute cette épreuve, on a découvert sa capacité à la résilience, qui est extrêmement forte, sa capacité aussi à souffrir, parce qu'on était passé à côté dans les premiers temps de la phobie scolaire, et on s'est aperçu, et en la lisant, c'est devenu très aigu, de ce par quoi elle était passée. C'est d'ailleurs ses grands-parents qui nous l'ont signalé, qui n'avaient encore moins vu que nous, à quel point elle avait souffert, et en regard de cette souffrance, nous, on a quand même été épatés de sa manière de s'en sortir, quoi. Moi, j'ai découvert que vous êtes beaucoup posé de questions me concernant et j'étais pas nécessairement au courant parce qu'en fait, moi, je cachais des choses. Vous, c'est pour les parents, oui. J'imagine. Vous ne voyez pas votre papa. Ouais. Pas toujours. Non. Non, mais moi, je cachais beaucoup, effectivement. On s'est beaucoup caché l'un l'autre et après, ça a éclaté, mais on était tous encore hyper concernés par le sujet. Donc, on essayait d'aller avec ce qui allait pas des deux côtés en se cachant plus ou moins pour pas inquiéter plus l'autre. Et en fait, quand on a écrit ce bouquin-là, on l'a fait avec du recul, en fait. On a compris que ça y est, c'était un peu derrière nous et qu'on pouvait en reparler de manière plus posée, sans se sentir, en se sentant toujours concerné, mais moins à fleur de peau. Et j'ai découvert un peu leur vision de l'histoire, du coup, que moi, j'avais pas. Et ouais, donc une souffrance que vous ne mesuriez pas et une attention, un amour peut-être aussi que vous n'identifiiez pas à l'époque. Il y a, vous le décrivez dans le bouquin, le moment où vous dites quasiment où la phobie s'impose à moi. Le moment où je ne me lève pas. Ouais. Mais au début, j'avais du mal à comprendre que mon angoisse et mes symptômes physiques étaient liés. Je l'ai compris plus tard, mais oui, les premiers symptômes, c'était vraiment un mal de ventre, une sensation de malaise à l'école. De mémoire, vous décrivez le premier où j'ai un espèce de chaud-froid simultané, il faut que j'aille à l'infirmerie, je crois que j'ai la grippe, je ne sais pas ce que c'est. C'était vraiment, mon corps ne pouvait plus rester là, où je tremblais, j'avais chaud, j'avais froid, j'allais vomir peut-être même dans la minute qui suivait. Il fallait que je sorte de cours et quand je sortais de cours, bizarrement, ça allait mieux, sauf qu'après ça revenait. Tout premier symptôme, c'était et jusqu'au jour où vous ne vous levez pas, vous ne voulez pas sortir de sous la couette et vous dites c'était bien, c'était un peu mon cocon. Et ça revient à plusieurs moments du livre. Le côté, quand j'étais un bébé, on était en sécurité. Et maintenant, vous vous occupez de bébé.
Plus maintenant. Plus maintenant. Alors à la fin du livre, vous faites des études pour être auxiliaire puéricultrice. Oui, c'est ça. Quand j'ai été un peu mieux, et que j'ai pu réfléchir à un projet et à ce qui me donnait envie, c'est ce qui m'a donné envie. C'était de m'occuper de bébés, de travailler en maternité, travailler en crèche. Et alors maintenant? C'est marrant. Et maintenant, je suis barmaid. D'accord, vous occupez d'autres genres de bébés. Oui, c'est ça. Exactement. Pas le même genre, mais... On en connaît quelques-uns, n'est-ce pas? Non, je rigole. Et Alexandre, vous, alors c'est pas de bébés que vous occupiez, mais c'est d'élèves. Vous avez été enseignant, notamment en collège. Et alors le début du bouquin, c'est assez poignant d'ailleurs. Vous dites, moi j'étais prof, des élèves qui avaient... Il faut y souvenir, j'en ai sans doute eu. Jamais vu. J'ai exercé 15 ans en collège en région parisienne, dont la plupart du temps en zone d'éducation prioritaire. Donc des enfants en difficulté avec l'école, je pense que j'en ai eu des wagons. Mais effectivement, j'avais absolument pas le répertoire qui me permettait d'identifier les malaises par lesquels ils passaient, qui se manifestaient par diverses choses en classe. Et souvent, ce sont des enfants qui disparaissent, donc il est facile de les oublier. Et je pense que j'y prêtais pas une attention délirante parce que je faisais le cours. Voilà, c'était le truc. Donc oui, a posteriori, j'ai eu un peu de culpabilité. Oui. On va en reparler de la sensibilisation et de la formation des enseignants. Si je tente une définition juste avant l'anti-sèche, au moins par les symptômes, parce que je le disais en introduction et vous le racontez très bien dans le livre, c'est compliqué de définir la phobie scolaire, en vrai, mais il y a quand même dépression, anxiété, panique. Alors c'est le trouble numéro 1, c'est l'anxiété, puisque les psychiatres enregistrent ça comme une variété des troubles anxieux de manière générale, et ça se manifeste par des attaques de panique, et donc effectivement une anxiété qui va se généraliser, qui interdit peu à peu d'investir la sphère scolaire, mais pour Capucine et pour tant d'autres, l'affaire sociale de manière générale. Elle n'était plus capable d'aller au cinéma ou au restaurant, par exemple. Et puis, c'est très variable d'un individu à l'autre. Certains ont des symptômes plutôt légers et peuvent retourner à l'école plutôt rapidement avec l'aide d'une thérapie brève. D'autres vont accuser le coup et déprimer. Et parfois se retrouver dans des centres, ce que vous racontez dans un CMPA, un centre médico-psychologique pédagogique pour adolescents. C'était juste plus fort qu'elle et plus fort que nous, plus fort que la morale, plus fort que le qu'en dira-t-on et le reste. C'était le début, ce sont vos mots, Alexandre, quand s'impose la phobie scolaire de Capucine. On vous retrouve tous les deux juste après l'anti-sèche. On en aurait bonjour. Bonjour Emmanuel. Et en ce 20 septembre anti-sèche culturel, vous avez essayé de revenir sur l'histoire de la manifestation la plus prestigieuse du cinéma mondial. On y va, hein. C'est le Festival de Cannes et la première édition s'est déroulée un 20 septembre. On était en 1946, c'était pas encore au printemps à l'époque. Et oui, et figurez-vous que le Festival de Cannes est né à cause de la montée du fascisme. Le gouvernement français était irrité par la mainmise d'Adolf Hitler et de Benito Mussolini sur la Mostra de Venise, le festival qui est créé en 1932. Alors il décide de créer un festival de cinéma concurrent afin d'attirer surtout le public et les artistes anglo-saxons qui sont partis de la Mostra de Venise. Ce sera la première compétition internationale de films organisée en France. Pourquoi choisit-on Cannes pour cette première édition? Parce que la ville dispose de nombreux hôtels luxueux, parce que la ville dispose aussi d'une magnifique salle de projection, 1000 places. La ville était en concurrence avec Biarritz et Vichy. Bon, Vichy aura sa revanche un an plus tard avec l'installation du gouvernement de l'État français et de Philippe Pétain. Ce festival de Cannes aurait dû voir le jour quelques années plus tôt, non pas en 1946, mais en 1939. Tout était magnifiquement prêt. L'Hexagone était prêt à accueillir une armada de pellicules françaises et étrangères affrétées en paquebot par la compagnie américaine Metro-Goldwyn-Mayer. 1er septembre 1939, tout le gratin de 7e art est sur le point de débarquer sur la Croisette. Évidemment, on annule au dernier moment. Et oui, 1er septembre 1939, c'est l'invasion de la Pologne par la Wehrmacht. Évidemment, l'industrie culturelle française est KO debout. Tout était prêt pour l'heureux événement. Évidemment, la sélection des films, les affiches. Le premier film diffusé, ça aurait dû être Le Magicien d'Oz de Victor Fleming. Même le président du Festival de Cannes était prévu. Il était prêt à dégainer ses premiers mots. C'était Louis Lumière. Malheureusement, le coup de massue pour la culture française qui cherchait déjà à organiser son premier festival depuis de nombreuses années, bien avant la Mostra de Venise. Rassurez-vous quand même, ces prix seront dévoilés quelques années plus tard, non pas en 1945 au sortir de la guerre. Donc là, c'est 1939. Il sera dévoilé 63 ans plus tard, en 2002. Et oui, la sélection, un hommage, c'est ça. Oublié un hommage. Et le président du jury, c'était un certain Jean d'Ormesson. Qui a eu la Palme d'Or 39, alors décerné avec quelques années de temps. Express. Alors, il est mort. Cécile B2000. Effectivement, il est décédé en 1959, mais c'est un film à titre posthume. On ne saura jamais qu'il avait eu cette palme. Et alors, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, plus personne ne veut se rendre à la Mostra de Venise, puisque ce revirement de la Mostra et cette programmation très influencée par le fascisme avait provoqué le boycott de nombreux pays. Et la France se place très bien pour devenir la capitale européenne, voire mondiale, du cinéma. Effectivement, les Français sont très heureux de pouvoir enfin assister à cet événement. Au sortir de la guerre, on a des feux d'artifice, des batailles de fleurs, des stars du cinéma, des différents défilés de mode, bref,
tout le gratin du cinéma est présent. La première édition s'ouvre du 20 septembre au 5 octobre 1946. Cannes, évidemment, est en effervescence. Pour cette première, à l'automne, la compétition opposait des pays. Comme l'Eurovision ? Oui, comme l'Eurovision. Aujourd'hui, on a 19 nations qui sont là pour défendre avec leurs films en sélection. 44 films en sélection officielle. Des prix seront décernés notamment à Roberto Rossellini pour Rome, ville ouverte. On aura aussi la symphonie pastorale de Jean Delannoy, la magnifique œuvre, évidemment, de l'adaptation de l'œuvre d'André Gide. Et le premier prix du jury dans l'histoire du Festival de Cannes est décerné à un film français. Et oui, c'est La bataille du rail de René Clément. Magnifique film. Qui, que des classiques quand même. Hein. Oui, un classique qui met en avant la résistance française. Mais les trois, hein, parce que la symphonie pastorale aussi, évidemment, Rome, ville ouverte. René Clément qui va remporter, je crois, un second prix, celui de la mise en scène. Première édition qui est marquée, c'est assez logique, par l'éloge de la résistance. Grand succès, mais quelques couacs. Oui. Quelques couacs, surtout un. Ouais. On a le film Les Enchaînés d'Alfred Hitchcock qui est présenté, qui est en compétition officielle. Le problème, c'est que les bobines s'inversent. Donc, du coup, au bout de 2 minutes, le film est arrêté. C'est la panique dans la salle. Alors, certains disent que c'était l'un des principaux, des poids lourds pour remporter. On a voulu piéger les Américains. Oui, alors, est-ce que c'est la France Est-ce que c'est la France qui voulait saboter le cinéma américain? Alors, après 1946, il faudra attendre 1951 pour que le festival connaisse une deuxième édition. Évidemment, ça coûtait beaucoup d'argent, cette fois-ci au printemps. Et il faudra attendre 1984 pour que la symbolique montée des marches voit le jour pour la première fois. Et c'est grâce au présentateur star du 13h de TF1, Yves Mourouzi. Et oui, c'est grâce à lui qu'on a des marches à Cannes. Et oui, c'est lui. Vous savez l'imiter? Vous pouvez l'imiter? Non, je connais juste La France a peur seulement. C'est hétérologique, c'est pas grave. Non, en fait, il est chargé de mettre un peu d'ordre, en fait, au départ, à l'entrée de ce festival de Cannes. Entre les invités et les passants, c'est un peu le bazar à l'époque. On lui demande de créer une rupture entre les deux, une distance entre les personnalités et les badauds. Ce sera chose faite avec ce festival de Cannes et cette montée des marches. Ah, ça, c'est Yves Mourouzi. Là, on reconnaît. Ça, c'est Yves Mourouzi. Exactement. Hein, c'était quoi la ref? Et Laurent... non, j'ai pas... Interview de François Mitterrand. Ah, oui, effectivement. Et Laurent Delahousse. Il dit, vous êtes branché. Exactement, oui. Chez Bran, exactement. Chez Bran. Et, oui. Et pour sacraliser justement le tout avec cette montée des marches, on a Yves Mourouzi qui place un tapis rouge. Il n'invente rien. Hein. Il s'inspire juste des Américains et des Oscars. Le tapis rouge existe depuis 1961. Est-ce que vous savez pourquoi il y a 24 marches? Pas l'immédiat. Ah oui, il fait le coup maintenant, je devrais le savoir quand même. Le quiz de 24 marches, pourquoi? Non, non plus. Précisément. 39, si ça avait été un hommage à Hitchcock. Non, les 39 marches, voilà. Non, parce qu'en fait, il faut 24 personnes pour déballer le tapis rouge et parce que les films sont tournés en 24 images par seconde. Concept. Voilà. Et oui, c'est une anecdote très intéressante. Et depuis, le festival s'ouvre, il devient, évidemment, il a cette renommée mondiale. Et il s'ouvre aussi notamment pour les plus jeunes. On a le Festival international du court-métrage et on a aussi les talents Adami où les jeunes acteurs peuvent rencontrer des réalisateurs du cinéma français. Génial. Et on précise, festival pour lequel Jean Zay, qui est mort à ce moment-là de l'histoire, mais a vu un rôle absolument fondamental. Et c'est un grand personnage pour tous les passionnés d'éducation que nous sommes et que vous êtes si vous regardez School TV. Merci beaucoup, Brandon. Merci. À tout à l'heure pour la récré. À tout à l'heure. Grand oral, Capucine Alexandre Poirier. On ne sait pas au juste combien d'enfants et d'adolescents elle concerne, la phobie scolaire, et on ne risque pas de le savoir puisque son diagnostic est à la fois complexe et débattu, et puis que même quand il est posé, les statistiques ne remontent pas. J'ai appris tout ça en lisant le livre, c'est une raison de plus pour le lire, ce livre de Capucine Alexandre Poirier, Vaincre la phobie scolaire. Il vient de sortir aux éditions de l'Opportun. On va parler un peu solution, on va parler recul. Capucine, qu'est-ce qui vous a le plus aidé avec le recul? La première grosse étape vers la guérison, ça a été d'en parler à quelqu'un, d'en parler à mes parents, de plus cacher, parce que j'ai caché pendant des années. Parce que ça a commencé quand j'avais 14-15 ans en 4e, et le jour où j'ai pas réussi à me lever pour aller en cours, c'était pendant ma 2e seconde, c'est ça. Donc pendant 4 ans en fait. Wow. Ouais. Et où tous les jours vous avez mal quelque part, ouais. Où vous vous sentez pas bien. Ouais. Vous ne verbalisez pas, vous n'osez pas le dire. Non, où je trouvais des solutions pour pas aller en cours, comme j'avais des problèmes de dos, je disais que j'avais mal au dos pour sortir, ou j'ai commencé un lycée professionnel, j'ai dit que ça me plaisait pas, donc j'ai quitté ce lycée pro-là. Je suis allée en seconde générale, j'ai recommencé, puis en fait j'ai plus tenu au bout d'un moment et j'ai craqué. Et vraiment la première chose qui m'a fait aller mieux, ça a été que ça explose en fait, et que mes parents soient au courant, et où j'ai commencé à être pris en charge par une psychiatre, une psychologue. Et on a commencé à vous aider. Le rôle des autres jeunes aussi, non? Quand vous êtes en CMPA, il y a un côté bande, il y a un côté on s'épaule mutuellement. Vous dites même, si je me souviens bien à un moment, vous parlez d'un de vos ex
petits amis en disant mais je suis sûr que même si on se recroise 20 ans après, il y a un truc entre nous. Il y a un lien. D'avoir partagé ça qui ne disparaîtra jamais. Non, jamais. Non, mais ça, c'est venu un petit peu plus tard, du coup, quand j'ai été hospitalisée, mais me rendre compte que j'étais pas toute seule, qu'en fait, ce que je ressentais était légitime, que je me l'inventais pas, que c'était un vrai sujet, ça m'a fait énormément de bien. Alexandre, les gestes qui sauvent, essayer de ne pas culpabiliser, essayer de trouver des bons interlocuteurs, c'est ça? Parce qu'au début, on est un peu tourné vers soi, parce que bon, culpabiliser, c'est, j'allais dire entre guillemets, c'est très bien, parce que ça te permet de s'interroger, mais au fond, c'est aussi une façon de se lamenter et de ne pas agir, quoi. C'est ça, et puis c'est une façon de tourner en rond. Voilà. La culpabilité est quand même très improductive, non? Mais ce qui fait du bien, c'est d'en parler. Donc, alors avec beaucoup de nuances, parce qu'il faut tomber sur le bon professionnel. Nous, on a vu une psychiatre qui a fait un diagnostic ultra rapide, dont je ne suis pas sûr qu'il nous a complètement rassurés, mais au moins des mots étaient mis sur la chose. C'était le début de quelque chose. Et puis ensuite, oui, le fait qu'elle ait été prise en charge par des thérapeutes en qui on avait confiance, le CMPA, où quand même il y avait une dimension de soins très très prononcée, avec beaucoup d'attention portée à l'adolescent, tout ça, ça nous rassurait, oui. Plusieurs thérapies sont préconisées. Vous en citez un certain nombre dans le livre sans prendre parti. Vous dites de toute façon, ce qui prime, c'est l'adéquation entre le patient, la thérapie, le thérapeute. Mais quand même, si on dit les choses, alors il y a la grande mode, on en reparlera tout à fait en fin d'émission avec Candice, ce qu'on appelle les TCC. Oui, c'est vraiment ce qui est défendu par par la plupart du monde médical sur le sujet. Donc les thérapies cognitives qui sont à la fois courtes, qui viennent traiter directement le symptôme, qui permettraient dans l'absolu de revenir rapidement en classe. C'est celles qui ont la préférence des parents. C'est ça. Bon, nous, on n'a pas fait ça, on n'a pas voulu faire ça. Nous, on a réfléchi plutôt du côté de la psychanalyse parce que c'était notre culture familiale. Donc, on a vu plutôt des thérapeutes inscrits du côté de la psychanalyse. Il faut vraiment savoir qu'autour de la phobie scolaire, il y a une forme de dispute de professionnels. Voire un marché. Voire un marché. Je ne voulais pas utiliser le mot parce qu'il est polémique, mais voilà, vous avez raison, voire un marché. Mais en même temps, et moi j'ai conclu là-dessus, moi ce qui me semble important, c'est qu'on aide l'enfant à trouver l'endroit dans lequel il puisse avoir confiance envers le professionnel, quelles que soient les affinités théoriques du professionnel. Donc cette question de la rencontre, elle est très compliquée. Bah oui, et fondamentale et compliquée. À l'école, des réactions extrêmement hétérogènes, tant des profs que de la vie scolaire. Alors ça, vous l'avez vécu vous, et vous aussi, vous l'avez vu en tant que... à la fois que formateur d'enseignants. La plus grande hétérogénéité, ça a été quand elle a fait sa seconde où on l'a inscrite dans un lycée qu'on a prévenu, qui a organisé les choses. On a vu le médecin, on a vu l'infirmière, les chefs d'établissement, les enseignants ont été préparés. Et ça n'a pas empêché qu'au premier conseil de classe, ils rendent 9,9. Ça m'a rendu dingue. Oui. Excusez-moi en vous le disant. Avec un 9,9 de moyenne, un average de travail, alors que pour vous, c'est juste un exploit, ne serait-ce que de vous rendre à l'école. Je parle même pas d'écouter les cours, mais déjà d'y arriver tous les matins. Mais c'était même pas bien. Non. Voilà. Moi, je vous mets pas 9,9. Là, je vous mets. Ça mérite même pas de note. Tiens. Non, là, on était extrêmement fâchés, oui, parce que ça a démobilisé Capucine instantanément. Vraiment. Ça vous fait quoi, à vous, d'ailleurs, parce que vous êtes prof, c'est vos collègues qui se comportent comme ça, quelque part. Vous faites partie de la même grande famille éducation nationale, vous dites à vous. Et oui, mais ce qui ne m'empêche pas d'être critique envers ce qui, dans l'éducation, répond à des formes de pression et met des tas d'enfants en difficulté. Oui, en fait, les enfants en phobie scolaire sont des formes de lanceurs d'alerte qui viennent indiquer en creux ce qu'on pourrait regarder du côté de l'éducation nationale et qui devrait changer. On va en parler dans quelques minutes, si vous voulez bien. J'avais une question pour vous, Capucine. Si jamais des enseignants sont en train de regarder l'émission, il y en a quand même quelques-uns. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire quelque chose? Il faut porter attention. Vous savez quoi? Regardez, là, il y a une caméra là. Je suis sûr que si vous la regardez, vous dites voilà. Ne jugez pas vos élèves. Ne jugez pas vos élèves, c'est le message de Capucine. Du côté des soignants, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Au CMPA, on avait une équipe soignante formidable. Formidable. Surtout les infirmières. Surtout les infirmières. Et même les pas très sympas, quand on vous lit, on comprend qu'au fond, elles sont quand même sympas et vous comprenez qu'elles sont là pour vous. Oui. Capucine est en 4e à l'époque, elle raconte, un jour j'ai été privée d'air, j'avais chaud et froid en même temps, j'allais vomir, je pensais que j'allais être malade, alors j'ai demandé d'aller à l'infirmerie, puis un autre jour, ça a recommencé, la folie scolaire, la phobie, oh joli lapsus, tiens, c'est moi qui vais aller m'allonger sur le divan, la phobie scolaire à la fois vécue et analysée, c'est Vaincre la phobie scolaire aux éditions de L'Opportun. On se retrouve, nous on prend des récrés, si on a besoin de récré, parce que sinon ça va pas du tout. Brandon Orette. Récré en ce 20 septembre, on parle cinéma avec la sortie d'un film dans les salles aujourd'hui, Comme une louve, dans le rôle principal Sandrine Bonner, film très fort sur fond de famille qui se déchire, comme on parle régulièrement de parentalité ici. Effectivement, une rentrée cinématographique française chargée. On avait déjà Tony en famille avec Camille Cotin il y a quelques jours, on a aussi La Petite avec Fabrice Lucchini, là aussi encore un film social avec un sujet extrêmement poignant. Le film raconte l'histoire de Lily, elle a 26 ans, c'est une maman de 3 jeunes enfants, célibataires et précaires. Les services sociaux l'accusent
de mauvais traitements sur ses enfants. Les enfants rentrent un jour de l'école avec des bleus sur le visage. On lui arrache ses enfants. Elle est évidemment effondrée et elle va se relever grâce à une solidarité féminine autour d'elle. Elle se lance dans une véritable bataille judiciaire et administrative pour récupérer ses enfants. Bande annonce. Allons-y. Oh, vous vous rendez compte du ridicule de la situation? Des gamins qui se bagarrent dans une cour d'école et on les enlève à leur mère. Vous comprenez qu'on a du mal à vous faire confiance. Vous savez qu'il y a des gens qui veulent vous aider? On va jamais me les rendre, mes gosses. Monsieur le juge, avouez que son seul crime est celui d'être seul et pauvre. Mais elle s'en sort pas si mal, merde. J'ai besoin de vous pour que vous m'aidiez à récupérer mes gosses. Faut leur prouver que t'es dans les clous. Recommence pas tes conneries. J'ai grave la trouille. Un peu de courage. Un film réalisé par Caroline Glorion, donc. Effectivement. Il y a un Caroline parcours Glorion. original pour une réalisatrice. Oui, elle est très engagée, puis elle a été grand reporter dans l'émission Envoyé spécial et elle s'inspire là pour ce film de l'association ATD Quarmonde qui lutte contre la pauvreté dans le monde entier. Allez-y, ça sort aujourd'hui. Ça sort aujourd'hui. Il y a aussi une fondation qu'on aime bien ici, on les a déjà accueillis. La fondation partenaire Apprenti du film. d'Auteuil, Voilà. effectivement très engagée dans le film et dans les films en général. Donc magnifique film, allez-y, on vous le conseille fortement. Génial, ça tombe pas dans le pathos? Non, pas du Même tout, pas. Justement, c'est magnifique, c'est simple, c'est réaliste, c'est vrai. Ça, c'est très rare. Génial, grand spécialiste du cinéma, il était à la première édition du Festival de Cannes. On a raconté ça, on a fait un peu de lifting. Grand oral. S'intéresser à la phobie scolaire, c'est aussi entrer dans deux univers parcourus de débats et de contradictions, les univers de l'école et du soin. C'est ce que fait avec beaucoup de limpidité le livre de Capucine et Alexandre Foyer. L'école, elle a deux mots à la bouche, confiance et bienveillance. Vous avez ressenti les deux? Ok, question suivante. Non, c'est vraiment des mots slogans c'est des pétitions de principe, mais ni on fabrique la confiance, ni on décrète la bienveillance, c'est pas si simple. Et ça se travaille dans les classes, ça se travaille en formation, apprendre aux enseignants à regarder les élèves et justement à pas prendre peur quand quelque chose ne va pas. Il y a du boulot. Et pourtant, et ça vous le dites, et vous l'avez dit d'ailleurs juste avant la récré, confiance et bienveillance, c'est les deux trucs, les deux clés qui vous aident à vous en sortir, vous, à un moment donné. Ah oui, clairement. Mais en fait, mes profs, je leur en veux même pas parce qu'ils n'ont pas été formés pour et ils sont pas au courant nécessairement. Mais oui, je pense qu'il y a tout un climat à... Enfin, il y a des émissions, il y a des trucs, c'est pas nouveau non plus, on peut lire le journal. Oui, c'est vrai. Si je puis me permettre, enfin bon, je veux dire, c'est Oui, pas c'est non vrai. plus une découverte absolue. Non, c'est vrai. Mais je pense qu'il y a, par exemple, il y a beaucoup de règles à l'école qui pourraient être retirées. Par exemple, j'en parle dans le livre, mais le fait de devoir se tenir droit, de retirer son manteau en classe, pourquoi en fait? Si moi je me sens plus à l'aise comme ça et que je peux écouter le cours de meilleure manière comme ça, pourquoi pas? Une discussion d'une injustice dingue pour vous, parce que vous le racontez dans le livre, un problème de dos, un problème lourd, c'est pas j'ai mal au dos, Ouais. un énorme problème de colonne vertébrale, qui fait que parfois, à l'époque en tout cas, vous êtes plus à l'aise quand vous vous tenez un peu biscornu, parce que votre colonne va pas. Et on vous sanctionne pour ça. Ouais. Alors qu'en fait, mais c'est un exemple parmi 1000, parce que là ça me non, vient mais en je tête. prends quand même parce que... Non, mais c'est pour dire le côté prosaïque aussi parfois des choses. La différence entre la phobie scolaire et le décrochage, c'est quoi? À vous lire, alors je suis super caricatural, le décrochage, la phobie scolaire, c'est un peu le décrochage pour les CSP+. Alors, c'est pas ma thèse, c'est celle de Laëlia Benoît, qui est une psychiatre qui a fait aussi une thèse en sociaux et qui montre que le jugement qu'on va porter sur les enfants qui vont pas à l'école varie selon le milieu social dont ils proviennent. Et qu'on va plus facilement médicaliser, voire psychiatriser ce type de difficultés dans les milieux qui ont accès aux médecins, à la psychiatrie, donc qui ont du capital culturel. Et dans les banlieues, un enfant qui va pas à l'école, on va incriminer le fait qu'il ne soit pas suivi. Et donc là, on parle plutôt de décrochage. Bon, c'est sommaire ce que je raconte. Mais oui, effectivement. Mais il y a une petite part quand même de... Mais il y a sans doute beaucoup plus de porosité qu'on croit entre les deux phénomènes. Ouais. Là, Elia Benoît, qu'on a tout à fait le droit de lire sur ces questions-là. Capucine, avec le recul, l'école, est-ce qu'elle aurait pu faire autrement? Ou de toute façon, vous vous dites qu'il aurait fallu un détour par le monde médical à partir d'un certain stade? Je pense que l'école aurait pu faire autrement au début des symptômes. Je pense que l'école, si l'école avait été autrement, j'aurais pu éviter de développer ces symptômes-là. Par contre, une fois qu'ils étaient installés et que le mécanisme était enclenché... Là, il faut les médecins. Ouais, là, il faut les médecins. Il y a un moment où vous partez suivre des cours en anglais. Oui. Puis c'est en Angleterre, aux États-Unis, je crois. États-Unis, ouais, quand même, donc franchissez l'Atlantique. Et là, pas de phobie scolaire. Non, parce que pas de pression, parce qu'on ne me dit pas que l'année prochaine, il faut que je réfléchisse à mon avenir, parce qu'il y a tel examen, parce que c'était bienveillant, qu'on était tous là pour apprendre, qu'on avait tous les mêmes envies, que c'était différent. Ouais, c'était étrange. Ouais. La différence, l'absence de pression. Et vous n'avez pas la truc, on vous la laissé faire? Si, c'est la première grande rupture familiale, mais en même temps, elle va chez le frère de sa maman, donc on n'est pas perdu, on a totale confiance en lui.
Et puis on se rend vite compte qu'effectivement les symptômes se lèvent, ce qui est quand même très intriguant. Et donc ça rend compte que à la fois la pression familiale qui redouble à la pression scolaire sont quand même un peu à l'origine de tout souci. Quand on évacue un peu, eh bien ça va mieux. On va parler dans quelques instants gestion du stress avec Candy Sanzel, mais juste avant d'un dernier mot, si je résume, ce qui aide le plus quand même, c'est parler. Vous parlez aussi des forums. Il y a un forum Facebook, c'est ça, d'une assoce. Alors il y a une assoce qui fait un travail énorme qui s'appelle l'association Phobie scolaire, qui a sur Facebook des forums de parents qui vont échanger autour des malheurs du quotidien ou des petites solutions qu'ils trouvent. Et ça aide à ne pas se sentir seul, à relativiser et puis à regagner un peu d'espoir, sans parler de l'information scientifique qu'ils donnent, parce que l'association fait un énorme travail d'acculturation sur la phobie scolaire. Mais Capucine, je vous ai parlé aux enseignants tout à l'heure, mais si certains jeunes regardent et qui se disent tiens, ce qu'elle raconte, ça ressemble un peu à ce que je traverse, se dire qu'il faut parler, y compris aux parents, et que même si on n'a pas tout à fait l'impression qu'ils sont là, en fait, ils sont vachement là. Ouais. Ne pas hésiter à parler même à ses camarades, parce que moi j'en parlais même pas à mes amis, alors qu'en fait, si ça se trouve, j'étais pas toute seule. La parole. Oui. Plus. Ou lire le livre. Le livre, évidemment. Oh là. Vous êtes sûr que vous ne faites pas du marketing? Allez, j'y retourne. Quand je lui montre 15 fois. Vaincre la phobie scolaire, l'excellent ouvrage de Capucine Alexandre Ployer, c'est aux éditions de L'Opportun. Vous restez avec nous, on va accueillir Candy, elle va parler stress et anxiété, on n'est pas loin quand même de nos sujets. Brandon, merci beaucoup. Merci Emmanuel. Conseil de famille. Conseil de famille, c'est notre rendez-vous avec Candy Sanzel. Ça tombe bien aujourd'hui. Très bien. D'avoir Capucine Alexandre en plateau. Candice, en tant que coach, vous recevez beaucoup d'enfants et d'adolescents qui rencontrent angoisse, stress, que Capucine racontait, beaucoup. Alexandre. Et pas seulement parce que les devoirs s'empilent comme leurs vêtements sur le sol le soir ou que les boutons d'acné poussent comme des champignons après la pluie. Non, malheureusement, ils viennent de plus en plus, et notamment, ça s'est aggravé avec la période de Covid, pour des réels états de stress et d'anxiété. Et comme on l'a vu donc avec Capucine, ça peut justement aller jusqu'à la phobie scolaire. Ouais, les dernières études réalisées en France montrent ça, qu'il y a tout à fait. Une évolution. Alors, est-ce qu'il y a là, on ne va pas être du côté des traitements longs, des traitements de fond, on va plutôt être du côté des techniques rapides de gestion du stress. Je le souligne, pour pas qu'on mélange tout. On parle de deux choses SOS. différentes. Là, c'est le SOS. Voilà, c'est les techniques SOS. Alors, il y en a plusieurs. Ça leur donne l'impression d'être un peu des guerriers prêts à combattre le dragon du stress à coups de licorne arc-en-ciel. Donc moi, je vais me contenter aujourd'hui de vous en présenter 3. C'est ceux que j'utilise le plus en accompagnement, justement, pour les ados et les enfants. Vous allez voir, c'est un peu magique. Alors, il y a déjà la cohérence cardiaque. C'est un outil très simple qui permet, en fait, d'apprendre à recentrer les émotions et réguler les hormones, notamment celles du stress. Donc, le cortisol et l'adrénaline. Donc, le principal dans cet exercice, c'est vraiment de mettre en phase le rythme cardiaque et la respiration. Test. On inspire pendant 5 secondes, on expire pendant 5 secondes. Et en fait, on va se souvenir de un petit moyen mémotechnique, le nombre 365. On fait ça 3 fois par jour. Ouais. Donc 6 respirations entières, donc inspiration et expiration, pendant 5 minutes. D'accord, 3, 6, 5. Voilà. 3, 6, 5. Si j'ai pas bien tout compris, il y a des applis, il y a des vidéos. Oui, il y a plein d'applis, il y a plein de vidéos, et c'est justement un peu plus ludique que de compter dans sa tête 5 secondes pour inspirer, 5 secondes pour expirer. Je me sens déjà beaucoup mieux, mais imaginons que ça n'ait pas tout à fait fonctionné. Alors, Deuxième solution, il existe l'EFT. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'abréviation de Emotional Freedom Therapy. Ça a des très très bons résultats. Donc, c'est une technique qui est psycho-énergétique de libération émotionnelle. Alors, son idée principale, en fait, c'est que les émotions négatives, elles sont causées par des blocages énergétiques dans le corps. Donc, ça peut paraître un peu loufoque comme ça, mais ça n'est qu'une apparence. Ça n'est qu'une apparence parce que déjà, ça s'appuie sur les fondements en fait justement des thérapies traditionnelles et de la médecine ancestrale chinoise. Et il y a des tas d'études qui ont été menées là-dessus. On en avait parlé déjà dans l'émission avec un médecin du CHU de Toulouse. Comment ça marche alors ? Alors, en fait, l'enfant va tapoter sur certains points d'acupuncture, donc situés sur les méridiens de son visage et de son corps, et il va exprimer en même temps le problème à traiter. Donc, ça va rééquilibrer en fait l'énergie dans le corps et en même temps, ça va libérer les émotions négatives qui sont associées. La démo ? Ouais, la démo. Sur le stress, justement. Ouais. Bon, je vous préviens tout de suite, moi, la première fois que j'ai vu cette technique, je suis partie en courant. D'accord. Mais ça marche tellement bien que... Enfin, c'est surprenant, mais ça marche tellement bien qu'en fait, je la propose. Finalement, vous la proposez. Ah ouais, je la propose parce que c'est un vrai succès. Alors, on va d'abord tapoter, en fait, le point karaté, qui est sur le côté de la main, donc tout en mentionnant le problème.
allez-y. Hein. Le problème. Il nous reste, il nous reste 2 minutes avant la fin de l'émission et il y a au moins 3 minutes de texte de ma chroniqueuse. Comment je fais? Même si je suis stressée, je m'aime et je m'accepte complètement. Et on va le dire 3 fois. D'accord. Une fois qu'on a dit ça, on va tapoter sur tous les points méridiaux au moins 7 fois en répétant le problème. Méridiens. Alors, les points méridiens, ils sont ici. Donc, au niveau de la base des sourcils, coin des yeux, sous le nez, sous la bouche, à l'extrémité des clavicules, sous les aisselles, environ à 10 cm, voilà, et sur le sommet de la tête. Oui, je prépare également le tube de la Corée du tube de l'année 2024. Et donc ça fonctionne, et il y a des études là-dessus. Ça fonctionne hyper Bon, faut le tester de toute façon. En fait, vous l'avez testé en fait. Ah oui, moi je l'utilise même pour moi. Au bout de plusieurs boucles, en fait, le stress disparaît totalement. Et maintenant, il ne reste plus qu'une minute, et il faut que Candice termine en 1 minute. J'ai une autre dernière technique, allez, l'hypnose, que je pratique également parce qu'on peut faire des ancrages en fait, et du coup les enfants peuvent l'utiliser après au besoin quand ils sont tout seuls. Donc l'idée de l'ancrage, c'est que pendant la séance, on va associer en fait un geste que l'enfant va choisir, donc par exemple, fermer le poing, à un état. Donc là, c'est le calme. Et donc, on va faire en fait finalement des suggestions hypnotiques du style, à chaque fois que tu fermeras ton poing, tu retrouveras cet état de calme et non de stress, cet état de calme, et tu pourras le retrouver à chaque fois que tu en auras besoin. Génial. Ouais, ça marche super bien. Merci Candice. Voilà, il existe évidemment plein d'autres techniques, il y en a outils, mais moi voilà. On vous retrouve sur Internet quoi qu'il arrive, avec tout ça. Vous avez testé tout ça, en un mot? Moi, non, pas vraiment. Bon, il faudra. Constellation psychothérapie, en tout cas, c'est le chapitre 8 du bouquin. Merci beaucoup, Candice. Merci, Capucine. Merci Alexandre. Vous lisez donc Vaincre la phobie scolaire, cette audition de l'Opportun. Ouvrage absolument passionnant et nécessaire. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec qui stresse. Fais comme ça, Marine, fais comme ça. Assistée par Emma Fari, au son Thibaut Gorillafont, Xavier Sanchez à la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.